Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de la DTV pour cette fois-ci un entretien exclusif que Madame Hissène Habré a bien voulu nous accorder. Madame Fatimé Raymond Habré, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Merci d'avoir accepté l'invitation de DTV pour une réaction à chaud suite au verdict condamnant votre mari à une peine de prison à perpétuité. D'abord, comment avez-vous réagi à l'annonce du verdict par le juge burkinabé Gustave Kam? Je dirais que, est-ce que c'est une décision qui est étonnante? Je pense qu'elle n'est pas étonnante. Vous y attendez? Oui, bien sûr, je pense que je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes qui ont suivi cette traque sur 15 ans savaient que le président allait être condamné. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on est dans un processus judiciaire où on attend une vraie décision de justice, tout le monde ne peut pas connaître la teneur de cette décision. Or, tout le monde le savait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu d'abord une annonce très tôt de M. Sidiki Kaba, ex-avocat des partis civils, qui a annoncé très tôt à l'opinion, à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, que le président Habré serait condamné. Oui. Il avait juste dit qu'il n'allait pas mourir en prison. Oui, c'est pareil, c'est une condamnation. Hein, et je l'avais déjà expliqué. Autre chose, on a eu un financement à hauteur de 18 milliards. Si on finance un simple procès à 18 milliards, cela veut dire qu'on attend quelque chose. Cela veut dire que la tête de Hissène Habré coûte 18 milliards. Cela veut dire que cette condamnation à perpétuité a été achetée à ce prix-là. On a eu quoi? Est-ce que c'est étonnant? C'est pas étonnant. C'est quoi? C'est pas un procès qu'on a eu. On a eu un procès unique, indigne d'un État de droit comme le Sénégal. Indigne. On a eu une absence totale d'enquête des juges des chambres d'instruction qui se sont illustrés au Tchad en allant dans des grands restaurants avec le ministre de la Justice du Tchad, en touchant des doubles perdions, on l'a vu. On a vu donc une collusion effarante. On a vu une absence donc totale d'enquête. On a vu, pendant le déroulement de l'audience, aucune enquête réelle de la part même des juges de la cour d'assises. On a vu aucun témoin à décharge n'a été cité. Vous croyez que ça, c'est un procès? Où on a déroulé une espèce de montage de choses déjà préfabriquées, où on a monté, on attendait, et tout le monde, c'est pour ça que tout le monde savait que le président allait être condamné. Ce n'est pas un procès, c'est une espèce de coup de force de la France-Afrique, où on est dans un système totalement pourri, où on positionne des gens, des individus, à qui on donne le pouvoir de décider de votre vie et de votre sort. Et qu'est-ce qu'on voit? Et on vous prend, Manu Militari de chez vous, et on vous met en prison. On finance à hauteur de 18 milliards, et c'est pas étonnant. Donc ça, c'est vraiment, je dis aujourd'hui, c'est un triste jour pour l'Afrique, et qui démontre qu'on est encore vraiment très très mal parti. Vous dites que le verdict était connu d'avance, oui, mais le juge Kam a réagi à travers les zones de Radio Sénégal en disant que c'est ce matin, avec ses assesseurs, qu'ils ont choisi et qu'ils ont décidé de condamner le président Habré. Ça vous fait rire? Vraiment, c'est triste. Et je l'ai suivi. J'ai suivi le président Kam attentivement, comme il le faut. J'ai vu, je dirais, une misère intellectuelle grave, très grave, et qui, je pense, aujourd'hui, même les simples étudiants de droit, dans ce pays ou partout en Afrique, parce que ça va être visionné partout, vraiment, on a honte pour lui. On a honte aujourd'hui d'être des juristes. Parce que ce qu'un président d'une cour de justice, de soi-disant, avec tout ce tapage médiatique dont on nous a bassiné les oreilles, moi, j'attendais des arguments, une démonstration juridique avec des preuves, mais jamais. C'est ce qu'il a fait. Attendez, il l'a jamais. fait Mais non, pendant plus d'une heure. Pas du tout. Je crois que si vous avez suivi comme moi, et tout le monde va le dire demain, c'est les gens honnêtes, pas les Dungourous du système. Les gens honnêtes vont le dire. D'accord? Les gens honnêtes vont le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le président Kam? On l'a vu. Prenons le cas de l'affaire du viol. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Madame Zeidan est venue raconter son histoire. Ça fait rien si avant elle n'a rien dit. C'est pas grave si dans les PV elle n'a rien dit. Nous, la Cour, on la croit. Et on n'est même pas obligé de comparer et de coordonner ces déclarations.
Ça veut dire si elle a dit aujourd'hui, lundi, c'est pas vrai, on m'a pas violé. Mardi, elle dit on m'a violé. Il dit c'est pas grave. Nous, on la croit. On la croit, lui. Mais c'est quoi ce système? Ça, c'est un système, ça c'est la justice, ça? Non. Violé à 4 reprises, elle a dit. Mais c'est du n'importe quoi. Oui. Et je crois que, honnêtement, toutes les personnes qui ont suivi ce procès, ils le savent et ils l'ont vu. Et c'est vraiment de l'escroquerie parce que j'ai vu et entendu. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il a symbolisé dans cette salle, vraiment, je crois qu'il a symbolisé ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est un juriste qui a mis de côté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a eu, pendant 4 mois, depuis le 11 février jusqu'au 30 mai, il a eu 4 mois pour faire cet arrêt. Vous l'avez vu, vous, lire? Il a bégayé, cherché ses mots, reprendre des lectures, se tromper, revenir, comme s'il n'avait pas rédigé ce texte. Oui, c'est quand même un lourd fardeau que de devoir condamner à vie un père de famille. Non. Oui, c'est un humain avant tout aussi. Mais non. Moi, je dis simplement une chose. Quand on est un magistrat, je crois que le système judiciaire, c'est quoi? Le système judiciaire, c'est qu'on donne, on place des gens à un endroit X qui vont décider de votre vie. Mais vous, comme moi, comme vos caméramans, tous les citoyens, nous sommes en danger. Si c'est ça la justice, nous sommes tous en danger. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? Dans un système comme ça, on place des magistrats, on attend de quoi? On attend d'eux indépendance et impartialité. Vous croyez que l'équipe du président Kamla ou bien des juges d'instruction dans ce procès ont été indépendants? C'est pas lui hier là qui est parti à Bruxelles. C'est pas lui avant-hier que le témoin a révélé qu'il a envoyé des mails au parti civil. Ça, c'est de l'indépendance, ça. Qu'est-ce qu'il a démontré dans cette cour? Qu'est-ce qu'il a démontré dans cet arrêt, dans cette lecture d'arrêt? Rien du tout. Attendez, je l'ai suivi, point par point. Il dit, par exemple, le président Habré était au courant des crimes et des choses qui se faisaient. Mais quel est l'élément qu'il a apporté à notre connaissance pour dire le président Habré était au courant? Quand je dis que vous êtes au courant, j'amène un message radio, j'amène un message audio, j'amène des documents. Mais rien. Il dit voilà, il a lu des accusations et il a dit automatiquement... Il a dit sur la base de témoignages. Mais quel témoignage? Mais les témoignages, ça se vérifie. Est-ce que ça veut dire que dans un système judiciaire, ça veut dire que vous venez, vous vous installez, je dis bon voilà, je m'installe, un tel m'a violé. C'est fini, khalas. Ok, on prend mes considérations là et non, je suis désolé. Une femme, un homme qui vient porter des accusations, ça veut dire quoi ça? Le juge, il fait quoi? Il fait des enquêtes. Il dit d'abord qui es-tu? Je parle de, par exemple, je prends le cas de cette femme, Kharija Zeidan. Kharija Zeidan, Zeidan c'est quoi? Le mot Zeidan, le nom Zeidan c'est un nom libyen, c'est même pas un nom tchadien. Et elle a dit elle-même dans ses dépositions, elle a dit, mon frère était un pilote libyen qui bombardait la ville de Faya Largeau, nom du Dieu. Ça là, ça c'est pas des éléments importants qui vont dire que, attention, voilà une femme dont son frère était un pilote qui bombardait la ville de Faya Largeau. Donc impliquée dans le conflit, c'est elle-même qui le dit. Elle l'a dit encore ici. Donc ça veut dire que je dois prendre un peu de recul et je dois enquêter. Est-ce qu'elle n'a pas de motivation cachée? Est-ce que ce n'est pas faux? Ok. Et même, je dirais que même Bakefal dans son ordonnance de renvoi, et Dieu sait qu'on ne peut pas dire que Bakefal, il a de la sympathie pour nous. Bakefal n'a pas retenu cette affaire. Pourquoi il ne l'a pas retenu? Il ne l'a pas retenu parce que la dame n'en a jamais parlé. Il ne l'a pas retenu. Et les ONG et Reed Brody, connu pour ses sales méthodes, il a intégré cette affaire pendant le procès. Brody. Mais encore et toujours, et c'est triste. Ça veut dire que aussi cette affaire Habré, elle a aussi démontré nos relations avec les Touaregs. Elle a démontré qu'ils sont toujours là et on les a vus. Démontrer leur force, leur implication. On a vu cette légion étrangère positionnée au sein des chambres africaines. Implication pour la manifestation de la vérité. Quelle vérité? Vous avez eu une vérité ici? La vérité, c'est quoi? C'est celle que toi, tu viens crier parce que tu as une position de force? La vérité, c'est quoi? Si on n'avait pas peur de la vérité, on n'aurait pas pris le président Habré, on ne l'aurait pas mis en prison. On l'aurait laissé chez lui et on allait dire, il n'a qu'à s'organiser pour qu'il se défende. Pinochet n'a jamais été mis en prison. Pourquoi on a pris le président Habré et on l'a mis en prison? Pourquoi? On l'a pris, on l'a mis en prison pour l'empêcher, pour déstabiliser sa famille et pour déstabiliser tous les gens qui, au Tchad, devaient venir. On a vu aussi un procès sans témoin à décharge. Vous l'avez vu, vous? La manifestation de la vérité. Elle se manifeste oui, parce que Bakefal l'a expliqué. Il a expliqué. Aucune personne n'a voulu venir témoigner en faveur du président. Je suis désolé. C'est son boulot. Lui, Bakefal. Voilà Bakefal, voilà les juges d'instruction. Aujourd'hui, je crois que ce ne sont pas des gens qui vont rester au milieu de leur famille
et dire, oui, on est fier d'avoir participé au procès Habré. Billahi les jamais. Jamais de la vie. Jamais ils vont raser les murs. Parce qu'ils savent qu'ils sont rentrés dans un complot, ils ne sont pas rentrés dans une œuvre de justice. Et aujourd'hui, nous, on est confortés par notre position, parce qu'on sait, et tout le monde dans cette salle, mais regardez, c'était effarant. Hein? Il a fini, non? C'était le silence total. Les gens n'ont même pas compris que le gars, il a fini. Jusqu'à c'est lui-même, hein? C'est lamentable, jusqu'à c'est lui-même qui a dit, j'ai fini, la cour a fini. Mais c'est triste, et j'ai dit que vraiment, nous sommes tous en danger, parce que cette pieuvre extraordinaire qu'est la France-Afrique, elle est là, elle a ses tentacules, hein, politiques, judiciaires, hein, médiatiques et économiques. Et elle l'a démontré encore dans cette affaire Hissène Habré. Je dirais aussi une chose, c'est qu'il faut vraiment que les gens s'interrogent un peu. Hissène Habré, ça fait 26 ans qu'il a quitté le pouvoir. On est d'accord? Il a quitté le pouvoir, ça fait 26 ans. Hissène Habré a-t-il des activités politiques? Non. A-t-il fait des déclarations intempestives pour qui dérange quelqu'un? Non. Alors, comment ça se fait qu'un homme comme ça, 26 ans après, continue à déranger un système, continue à déranger des gens, un système? Oui, parce que les crimes n'ont pas été prescrits. Parce que tu crois qu'ils s'occupent des crimes, de la préoccupation des droits de l'homme en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font eux? Aujourd'hui, les migrants là, qu'est-ce qui se passe avec les migrants? Vous avez vu comment on les rejette, avec quelle violence on les rejette? L'Union européenne récemment a fait des réunions à Bruxelles où il y a eu quelqu'un même qui a proposé qu'on mette un commando en mer pour les couler. Pour couler, hein? Pour couler les migrants, pour qu'ils n'arrivent pas sur les côtes européennes. Donc vous voulez me faire croire que ces gens-là, ils s'occupent des droits de l'homme en Afrique? Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font pire. Donc je veux dire que Hissène Habré, aujourd'hui, comment on peut justifier cet acharnement? Comment on peut justifier qu'un système... Acharnement à quelle fin? Mais justement, c'est ça que je te dis. Comment on peut le justifier? On peut le justifier à travers simplement une chose. À travers le symbole qu'il est. À travers le symbole. Vous savez, la France-Afrique avant, qu'est-ce qu'elle faisait? On assassinait nos leaders. On t'envoyait un commando chez toi et on te tire une balle. On est d'accord. On a tué Sankara, on a tué Lumumba, etc. Maintenant, ils ont sophistiqué les moyens de répression. On vous envoie maintenant des juges. On nous envoie des juges comme Gustave Kamberdoa et son équipe. On nous envoie ces juges-là. Mais pour quelqu'un qui ne représente plus de danger... Mais pourquoi alors? Explique-moi pourquoi on dépense 18 milliards. Mais les symboles sont très importants, je suis désolé. Parce que pourquoi? Les symboles, qu'est-ce qui les dérange dans ces symboles? Mais Hissène Habré n'a rien à voir avec eux. Qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent d'abord un homme qui a refusé l'occupation de son pays. Vous avez vu le Mali, non? Aujourd'hui, le Mali, là, il est occupé. C'est important, non? Quand on occupe un territoire, là, c'est quoi? On occupe aussi, on pille ses richesses minières. Donc, Hissène Habré, il a symbolisé ça. Deuxièmement, Hissène Habré aussi a refusé de céder à vil prix son pétrole. Quand Elf Aquitaine a voulu prendre le pétrole tchadien à n'importe quel prix, Hissène Habré a dit non. Donc, ça, là, c'est ça ce qu'il symbolise. Aujourd'hui, il paye pour sa témérité. Et il paye, c'est un symbole. Oui. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça pose le problème du leadership. OK? Ça pose un problème de leadership. C'est-à-dire, un leadership qui symbolise ça, il dérange. Tant que tu n'es pas mort, tu déranges. Parce qu'on a peur. On a peur que tes idées soient diffusées. On a peur que tu produis d'autres Hissène Habré. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut casser d'abord l'image. C'est pour ça qu'on a cette grande opération médiatique, de lynchage médiatique pour casser sa personne, son image, en disant 40 000 morts, nangam, nangam. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le leadership est très important. Aujourd'hui, quand vous voyez la France-Afrique, quand elle agit dans nos pays, elle élimine les leaders. Elle n'élimine pas ses collaborateurs. Quand on a éliminé Sankara, on a éliminé Lumumba, on n'a pas éliminé les autres. Parce que pourquoi? C'est le leader qui compte. C'est lui qui guide. Vous avez un troupeau, hein, de moutons et un berger. Vous croyez que les moutons peuvent aller sur une route, arriver à destination sans le berger? Non. Donc quand on a un berger qui ne va pas sur notre route de la France-Afrique, ben on le démolit. Et comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un autre profil de leader France-africain, genre Idriss Déby, et on va le mettre, et il va prendre nos moutons là, et il va les amener dans une autre destination. Idriss Déby, justement, il doit être un homme comblé, à votre avis? Comblé par quoi? Comblé par quoi? Oui, en attendant que... 18 milliards détournés,
Oui. sur la pauvreté des Qu'Habré a été Tchadiens. condamné à vie. Non, je dis que c'est misérable. Oui, je dis que c'est misérable. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et Hissène Habré a démontré dans sa vie que ce n'est pas un homme, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a pas sacrifié la cause de son peuple, il n'a pas liquidé les intérêts de son pays, et c'est ça que les nations, peut-être certains peuples, n'ont pas encore compris, mais ils vont le comprendre, s'ils ont droit à la parole. Aujourd'hui, ce procès, c'est qui? C'est le procès de... C'est la victoire, peut-être un coup de force France-Africain. Est-ce que c'est le peuple sénégalais qui se retrouve là-dedans? Si vous prenez votre micro, sortez dehors. Les gens disent, moi j'ai eu 1000 réactions, les gens disent, on a honte. Vraiment, ça, c'est quelque chose. Et la salle était sonnée. Les gens disent, ceux qui ont assisté, ils ont vu que ça, ce n'est pas de la justice. C'est un coup de force de la France-Afrique. Donc, ce n'est ni le peuple tchadien, ni le peuple sénégalais qui a condamné Hissène Habré, je l'ai déjà dit. Ce sont les agents de la France-Afrique. Oui. Ce sont ceux-là, cette pieuvre, ce monstre qui est là, encore fort, dangereux, sur nos têtes, qui nous étouffe. Et si nous sommes tous en danger, oui. C'est clair. Madame Habré, avec le recul, avez-vous des regrets à nourrir avec votre stratégie de défense? Le président, quand il opte pour le silence, quand ses avocats boudent l'audience? Non, pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, tout le monde est dégoûté. Les juristes, il fallait qu'ils se défendent, non? Non, mais on va... Pour la vérité historique. Mais attendez, mais regardez, les avocats d'office, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose, objectivement. Ils ont fait quelque chose. Mais c'est quelque chose-là. Ils en ont tenu compte? Quoi? Jamais. Oui. Mais ils ont démontré. Ils ont fait un travail juridique, de construction juridique. Vous comprenez? C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une chaîne de télévision et qu'on vous accuse de quelque chose, on dit, bon, Pierre-Édouard, il y a une démarche de détournement, une plainte de détournement, c'est toi qui es responsable. Tu dis, attendez, moi, je n'ai jamais touché les sous. Je ne suis pas comptable, je n'ai pas touché un chèque. Hein? Moi, je suis rédacteur en chef, etc. Et donc, on dit, non. Si, de toute façon. Et vous savez, le raisonnement de Cam, c'est de dire quoi? Eh bien, même si vous n'étiez pas au courant, j'estime que vous devez le savoir. Sans preuve, sans rien. C'est terrible. Et c'est vraiment grave. Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a un système tel qu'il fonctionne, où je pense que ce système de France-Afrique est arrivé à un système de sophistication des moyens de répression. Comme je l'ai dit, on a eu une affaire qui a été montée sur 3 angles, politique, médiatique et judiciaire. Et aujourd'hui, si vous voyez les pratiques des pouvoirs africains sur toutes les questions des affaires d'État, parce que l'affaire Hissène Habré, c'est une affaire d'État, et je voudrais dire aussi, non seulement une affaire d'État, mais c'est une affaire sénégalaise, même si on essaye de ne pas le dire. Une affaire sénégalaise, en quoi cette affaire est-elle une affaire sénégalaise? Oui, elle est une affaire sénégalaise parce que d'abord, elle a vu 3 présidents de la République de ce pays se positionner, hein, la gérer, avoir des relations avec Idriss Déby, avoir des relations avec Gaddafi, pour l'argent. C'était un fonds de commerce? Exactement, c'est pire que ça. Hein, c'est pire que ça, c'est un achat, l'achat d'une personne. Hein, c'est l'achat d'une personne. Donc, aujourd'hui, je dis, ce système, il est devenu tellement... C'est une affaire sénégalaise, vous m'avez dit, oui, c'est une affaire sénégalaise parce qu'on a vu 3 présidents de la République du Sénégal se positionner, la gérer à leur niveau personnel, faire des interventions personnelles. Donc, ils ont montré partant de là que c'est une affaire cruciale pour eux. Hein. Ils l'ont gérée avec les Toubab, il l'a gérée avec Idriss Déby. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu des institutions sénégalaises. Je suis désolée. Les chambres africaines, elles sont où? Elles sont positionnées dans l'organisation judiciaire du Sénégal. Donc, comment? On a l'Assemblée nationale qui a voté toutes les lois sur l'affaire Habré. On a des prises de position d'autorité politique. On a un ministre de la Justice qui est là, qui est l'architecte, qui a bloqué tous nos recours. Hein? Sidiki Kaba, à qui on a donné même des cadeaux déjà pour lui assurer une base arrière. Donc cela veut dire quoi? C'est une affaire bel et bien sénégalaise. Hein? Même si les peuples sénégalais ne méritent pas ce qu'on lui a fait aujourd'hui. Cela signifie que vous remettez en cause la responsabilité du président de la République? Non, lui-même s'est investi dans cette affaire. Il s'est investi pleinement, il en a fait une affaire d'État. Il en a fait une affaire d'État. Au nom de la lutte contre l'impunité? Non. Ça, c'était l'argument massif invoqué par les autorités. Mais bien sûr, c'est pas l'organisation, c'est pas vous savez, quand vous agissez souvent masqué. Quand vous avez honte de ce que vous faites, hein? Quand vous avez honte de ce que vous faites, quand vous n'en êtes pas digne, et ben quand vous trouvez des masques.
Donc on a masqué la lutte contre l'impunité, blablabla. Et c'est ça. Mais la lutte contre l'impunité, elle est partout en Afrique, elle n'a pas mobilisé personne, parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc j'ai dit que, et c'est vrai, c'est triste parfois, parce que vous savez, ça pose aussi un autre problème. Ça pose aussi, cette affaire Habré, elle a posé aussi un autre problème. Elle a posé, quels sont les moyens de contestation et de réaction par rapport à une affaire comme ça. Par rapport à cette pieuvre qui est la France-Afrique, ce monstre avec ses 1000 tentacules, quels sont les moyens? Nous, une famille ici, simple, hein? On n'a pas de division blindée, hein? Comme eux. Donc, nous, on est venus, une famille simple. Il n'y a que nous et nos avocats. Alors, quels sont les moyens? On a dit, bon, c'est un état de droit, on va gérer les choses de manière juridique. Et on est arrivé à cette impasse totale, où tous les gens qui ont cru aujourd'hui sont dégoûtés. Hein? Sont dégoûtés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de tout, au-delà de notre affaire, ça pose beaucoup de problèmes, même à tous les gens. Regardez aujourd'hui, dans n'importe quelle position, affaire d'État, vous avez la collusion de ces 3 centres d'action. Le politique, le médiatique et le judiciaire. La justice est instrumentalisée contre des opposants. Les médias sont aussi manipulés pour détourner et divertir l'opinion et masquer les médias, ils font le travail. Oui, mais regardez, objectivement. Ils veillent à l'équilibre de l'information. On a eu, dans cette affaire Habré, on a eu quelque chose de scandaleux. On a eu 20 journalistes, 20 organes de presse, pardon, 20 organes de presse qui ont été sous contrat par les chambres africaines. Et ils ont été sous contrat, positionnés même dans une aile de ce tribunal. Et même les gars venaient même à 12h30 pour leur donner l'argent pour la restauration. Et ces gens-là étaient censés informer l'opinion publique. Non, ils l'ont désinformé. C'est ça le contrat. C'est des accusations graves que vous formulez. Mais non, c'est pas des accusations. Nous avons les ateliers médias. Tous leurs dossiers d'ateliers médias, ça se passait au Goodraid. On les a tous. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Dans ce combat-là, le média a joué un rôle important. Là, il y a des instances de régulation. Est-ce que vous avez saisi ces instances-là? Mais bien sûr, mais regardez, le CNRA a rendu une décision. Le CNRA a rendu une décision pour dire à l'RTS, vous n'avez pas le droit de diffuser. Mais qu'est-ce que la RTS a fait? Elle a dit, on s'en fout. Ils ont diffusé. Et qu'est-ce que le CNRA a fait? Comme tout organe, il devait prendre des sanctions. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que tout le problème, on a saisi le CORED. Vous savez, le CORED, on les a saisis, ça fait 3 ans. Ils n'ont même pas enrôlé notre affaire. Ils font souvent des séminaires, tel thème. Le dernier, c'était le terrorisme. Moi, j'attends toujours l'affaire Habré. On attend l'affaire Habré. Un cas d'école du CORED sur l'affaire Habré. Non, ils ne veulent pas. Parce que pourquoi? Tout est lié. Tout est lié. On a cette affaire de faux de Mme Aminata Touré. Mais c'est quoi cette affaire? Mais pourquoi on se casse la tête 150 fois à dire ceci, cela? C'est une affaire simple. Les gens ont pris un document qui est fabriqué, un faux. Nous, à l'heure actuelle, on sait même exactement quel est le monsieur dans le staff de Mme Aminata Touré qui a fait ce faux-là. On le sait. C'est qui? Non, c'est pas la peine. Hein, quand le juge va accepter d'enrôler cette affaire-là, on va le dire. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, l'affaire Aminata Touré? C'est la base de cette action-là, d'existence de ces chambres africaines. C'est quoi? C'est un faux. C'est un faux pourquoi? Ils ont fait quoi? Ils ont pris la signature du ministre Alioune Badara Cissé. Ils l'ont scanné. Hein? Ils l'ont scanné et ils l'ont mis dans leur document. C'est tout. Et il a dit, je n'ai pas signé ce document. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quelle preuve y a-t-il de plus? Tu présentes un document, j'ai dit ça, c'est pas ma signature, j'ai pas signé. On amène un juge, qu'est-ce qu'il doit dire le juge? Monsieur Alioune Badara Cissé, venez me voir. On ne veut pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ils peuvent bloquer tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à bloquer. Mais l'opinion là, elle est édifiée maintenant. On sait. Donc vous voyez l'enjeu du CORED, du CNRA, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, hein? De l'affaire Mme Touré. Tout cet enjeu-là, hein? Tout cet enjeu, c'est quoi? C'est l'affaire Habré. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pourri, d'illégal, et si on met le doigt, eh bien, tout s'effondre et il faut sortir ici en abri. Mais ça, on n'a pris qu'un 18 milliards. Est-ce que c'est possible? Non. La loi vous donne 15 jours pour interjeter appel si vous le désirez. Est-ce que vous allez le faire réellement? Nous, on n'est pas dans cette affaire de toutes les compromissions. On ne l'a jamais été, on ne le sera jamais. Vous n'allez pas faire appel? Nous, on n'est pas dans ce procès. On n'est pas dans cette affaire, on va faire appel comment? Mais vos avocats commis d'office peuvent le faire à votre place. Non, attention, ce ne sont pas nos avocats commis d'office, ce sont les avocats de la Cour. Oui, mais qu'ils assurent la défense du président après. Non, d'accord, mais
ils l'ont dit, je crois, c'est Maître Bellal qui l'a dit, nous ne sommes pas les avocats de M. Habré, nous sommes les avocats de la Cour. Donc, franchement, hein, nous, on ne va pas se salir dans cette affaire. On a une position très très claire. Elle a toujours été de dénoncer. Hein. Ce n'est pas un état de droit, ce n'est pas une justice, c'est un complot, c'est vraiment quelque chose qui a montré que vraiment on est toujours vraiment mal parti. Oui, sauf que là, les avocats, comme ils refusent, peuvent interjeter appel. C'est leur problème, moi j'en sais rien, c'est leur problème. Vraiment ça, c'est eux qui vont voir. C'est eux qui vont voir en leur âme et conscience, ça c'est pas moi. D'accord? Nous, nos avocats, vous savez, la Cour, dès qu'elle a désigné les avocats d'office, elle a écrit une lettre à nos avocats et elle leur a dit « Je ne vous reconnais plus comme les avocats des Sénabrés ». C'est ce que la Cour, Gustave Kamara Oui, c'est parce qu'ils ont boudé, les salles d'audience. On n'a pas boudé, on a dénoncé. On a dénoncé un système, hein? Un système qui est un coup de force. C'est tout. Un système hors la loi. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on a dénoncé, on va le dénoncer toute notre vie. Toute notre vie. Et il ne faut pas que les gens croient qu'aujourd'hui, on peut prendre comme ça un homme et le liquider. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il ne faut pas que les gens se trompent. D'accord? On a mis Sénabré là-bas, on l'a mis dans les conditions, on veut le tuer à petit feu. Oui. Pourquoi le dites-vous? Mais pourquoi on l'a mis en prison? Qu'est-ce qu'il a fait au Sénégal? Qu'est-ce qu'il a fait au président Macky Sall? Il leur a fait quoi? Il n'a pas affaire à Macky Sall, mais au peuple tchadien. On parle de plus de 40 000 victimes au Tchad. Non. Et tu n'as pas bien suivi alors. Parce que même Reed Brody, il l'a dit sur une chaîne concurrente, il a dit non, nous n'avons jamais dit 40 000 morts. Et 40 000 morts, c'était un crime médiatique par ces ONG, des ONG racistes. Et c'est ça, leur action dans cette affaire. Elle est pleine de racisme et c'est dommage que nos ONG à nous, qui se comportent comme des Dungourous dans cette affaire, et ce qu'ils ont montré, c'est ça. Et je dis encore une chose, vraiment, le président Macky Sall a posé un acte dans cette affaire. Comme je l'ai dit, la responsabilité du Sénégal dans cette affaire, elle est centrale, elle est absolument incontournable. C'est le sort. Cette décision que vous avez vue, elle a été... Ça fait 4 jours que j'écoute les médias français et je les entends dire il n'y a pas de chance qu'il échappe à la perpétuité. Donc, il était condamné avant l'heure. Voilà, mais c'est clair, tout est bouclé. Et donc maintenant, on a déroulé un truc, et c'est pour ça que vous avez vu ce truc de cam là, où vraiment les gens dans la salle, j'ai vu des avocats qui ont quitté la salle. J'ai vu des avocats qui n'ont rien à voir avec nous. J'ai vu des gens, parce que j'ai reconnu parce que des gens qui étaient en toge noire, ils ont quitté la salle. Ils ont dit, mais ça c'est quoi? Ça, le Sénégal qui est connu dans le monde entier, pour avoir les meilleurs juristes. Vous croyez que cette réputation-là, aujourd'hui, ce qu'on a vu dans cette salle numéro 4 là, non, mais c'est quelque chose d'inqualifiable. Vous pensez que la réputation de la justice sénégalaise a été ternie au moment où d'autres disent que oui, c'est une première en Afrique, le Sénégal devrait être félicité? Non, parce que ceux qui le disent, c'est qui? Ce sont les agents de la France-Afrique. Ce n'est pas l'homme de la rue qui va te dire, c'est pas ça. Ok, je ne vois pas quelle est cette justice qui fonctionne sans enquête, avec des magistrats non indépendants, avec des magistrats, des experts français qui sont dans leur bureau là pour faire les décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents? Ou bien ça veut dire qu'on a besoin de les contrôler? D'accord? Quand il dit que c'est à 8 heures, et vous me dites que Kam a dit que c'est à 8 heures, mais c'est grave. J'ai dit c'est grave. Oui, parce que vous savez, c'est grave. Oui, parce que vous avez vu, je crois qu'il a même découvert cette décision à 8 heures. Il a découvert cette décision à 8 heures, la façon dont il a eu à le lire, comme un enfant de CM2. Il a lu ça, tâtonnant, cherchant ces mots, revenant. Comme si, mais si vous êtes un juriste, vous travaillez pendant 4 mois, depuis le 11 février jusqu'au 30 mai, s'il a travaillé dans cet arrêt, ils l'ont construit point par point, ils nous auraient donné toute leur argumentation là, et on allait savoir si c'est vrai ou pas. Mais ça là, c'est tellement évident que c'est un truc qu'il a eu découvert lui-même à 8 heures. C'est grave. Alors, pensez-vous qu'il y a lueur d'espoir pour le président Habré? Par exemple, une grâce présidentielle, même si la question de la grâce présidentielle ne figure pas dans les statuts des chambres africaines. Non, voilà, merci. C'est intéressant comme question parce que vous savez que le projet des statuts des chambres africaines a été envoyé, un projet envoyé par l'Union africaine. Dans ce projet, il figurait 3 choses qui ont été extraites
Il y avait beaucoup de choses qui ont été extraites, ce qui est intéressant. D'abord, il était question d'une grâce présidentielle. D'accord? Et c'est la commission dirigée par Mme Aminata Touré qui l'a sortie. Oui, ça veut dire, ça montre des gens qui ne nous connaissent pas, hein, à qui on n'a rien fait, mais regardez la férocité. Bon, donc, elle a extrait la grâce. Elle a aussi extrait un autre article qui consistait à dire, après la fin des débats, la Cour peut demander à l'accusé s'il veut s'exprimer pour dire quelque chose. Ils l'ont sorti. Pourquoi? Bien qu'il était dans ce silence. Oui. Ça montre. Ça n'allait rien servir de toutes les façons. Non, mais ça, non, quand vous faites du droit, vous ne pensez pas à ça. Quand même, vous ne pensez pas à ça. Quand vous faites du droit, vous faites des choses selon des principes. Si vous avez droit à la parole, et d'ailleurs je dirais même encore une critique pour ce monsieur Kam, c'est-à-dire que moi, lui en tant que président de la Cour, lui il doit faire son job, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à la fin des débats, il devait dire « Monsieur Habré, avez-vous quelque chose à dire à la Cour ?» Ça, c'est son travail, il doit le faire, c'est son boulot. Oui, même si ce n'est pas prévu par les textes. Non, c'est dans son travail, c'est dans sa façon de travail, les principes de droit qui régissent un procès pénal. D'accord? Même si la personne ne parle pas, mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave. OK, mais il ne l'a pas fait. Donc ça montre déjà dans quel, il baigne dans quel esprit. OK, donc ça a été retiré. Troisième chose qui a été retirée aussi par la commission de Mme Aminata Touré, c'était la question de dire si Hissène Habré, l'Union africaine a proposé en disant si Hissène Habré est condamné, il est libre de demander un pays africain dans lequel il va purger sa peine. C'était aussi dans le statut, le projet présenté par l'Union africaine. La commission dirigée par Mme Touré l'a aussi sorti et transformé en disant non, il faut demander au président du Sénégal. Donc non seulement on condamne Hissène Habré, mais il faut encore qu'on l'attrape encore. Donc si le président Habré devrait choisir un autre pays pour purger sa peine, il faut qu'il demande autorisation au président Macky Sall. C'est ça la modification qui a été intégrée par Mme Aminata Touré et qui était contre le projet fait par l'Union africaine. Est-ce qu'il va accéder à cette demande? Est-ce qu'il va faire cette demande-là? Ou bien il compte purger sa peine ici au Sénégal? Non, de toute façon, moi j'ai dit ça. On n'est pas encore arrivé là. Mais nous, on est entre les mains des gens, non? On est entre les mains des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Wallah el-Azim. Hein? Ils n'ont pas peur de Dieu. Si quelqu'un a peur de Dieu, il peut pas faire une histoire pareille. Gustave Kam, il a quand même trouvé des circonstances atténuantes au président Hissène Habré. Son âge, et il dit que c'est parce que c'est un bon père de famille aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ça vous donne du baume au cœur? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Même si les facteurs aggravants prennent le dessus sur les facteurs atténuants, c'est ce qu'il a dit. J'ai jamais vu un délire pareil. Ah oui. Wallah, je n'ai jamais vu un délire pareil. Quand quelqu'un dit qu'il avance une circonstance atténuante, c'est qu'il l'a déjà validé comme circonstance atténuante. Tu ne peux pas avancer une circonstance atténuante et dire automatiquement que bon, elle ne vaut rien. Mais pourquoi tu l'as dit alors? Mais vous voyez, ça c'est un juriste ça. Non, je crois qu'il a démontré vraiment dans cette affaire-là, dans ce que j'ai vu aujourd'hui, et pas moi, et beaucoup de gens, si des gens sont vraiment honnêtes, ils vont dire ce qu'ils pensent de sa prestation aujourd'hui. Franchement, il est incapable, il n'a pas la capacité juridique de dire ça. On ne peut pas dire que j'ai des circonstances, je donne des circonstances atténuantes, et après je dis non, ben, tout compte fait, non. Bon, il ne fallait pas le dire. Donc ça veut dire qu'au fond, ce n'était pas des circonstances atténuantes. Voilà. Allez-vous poursuivre? Donc, je dirais autre chose par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit aussi que oui, la Cour a tenu compte aussi de son âge. Non, il n'a pas tenu compte de tout ça. Il a dit comme circonstance de dire que, bon, aggravante, si on peut dire, l'attitude méprisante de l'accusé. Oui. Mais j'ai dit que... Oui, il ne se lève pas quand le président de la Cour fait son entrée dans la salle. Ce sont des magistrats, eux. Ce ne sont pas des magistrats. Ce n'est pas de la justice. Ce sont des gens qui sont venus vous tuer. Pourquoi vous allez vous lever? Vous allez vous lever pour saluer des gens qui sont venus enrôler, payer à 10-15 millions pour vous tuer? Pourquoi? Pourquoi on va se lever? Ce n'est pas seulement le président Habré qui les méprise. Aujourd'hui, tous les gens dans ce pays, en Afrique, au Tchad, les gens qui ne sont pas des Dungourous du système, mais qui respectent au moins, ils les méprisent qui respectent au moins la toge. Quelle toge? Oui. Quelle toge? Le robe de magistrat. Non. Mais la toge, c'est quoi? On dit l'habit ne fait pas le moine.
On dit l'habit ne faut pas le moine, et c'est vrai, encore vrai pour eux. Si c'est un état de droit, mais regardez l'ensemble de nos recours. Quel est ce système où vous êtes à l'intérieur et vous ne pouvez pas vous défendre? Ça, c'est quoi? Ça, c'est des commandos qui viennent vous attaquer chez vous et vous êtes désarmés. C'est ça, ce qu'on a vu. Ce n'est pas une justice. C'est des gens, des commandos, des juges, soldats qui sont venus. On ne peut pas les respecter, personne ne les respecte. Personne ne les respecte. Ils se sont habillés, déguisés, pour venir nous exécuter. Et vous voulez que le président s'élève? Non seulement le président ne s'élève pas, mais tout le monde les méprise. Ce n'est pas lui seul, c'est tout le monde, tous les Africains. Tous les Africains dignes de ce nom, les Sénégalais dignes de ce nom, les gens qui ne sont pas dans ce système pourri-là, ils les méprisent tous. Maintenant, quelle suite comptez-vous donner aux événements? Est-ce que vous allez poursuivre la lutte ou bien vous allez jeter l'éponge, abandonner le combat? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce que je subis aujourd'hui, là, je suis ici, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ces gens-là, on les connaît. Toute l'histoire du Tchad, on a eu à faire face à des mercenaires. C'est du mercenariat. Les ONG, c'est du mercenariat. Le mercenariat, c'est quoi? Un mercenaire, c'est quoi? Un mercenaire, c'est quelqu'un à qui on donne de l'argent et qui va tuer quelqu'un. C'est ça, les mercenaires. Les ONG, on leur donne le dossier Habré, on leur donne de l'argent, on dit attaquez-le, tuez-le, médiatiquement. Ces juges-là, on leur donne de l'argent. Ils sont dans des bons trucs. Le président Kam, on l'amène à Bruxelles, on lui fait 1000 promesses, on va suivre sa carrière, on va voir. Et donc voilà. Donc maintenant, vous venez, vous tuez les gens. Et vous voulez qu'on vous salue. Vous voulez qu'on vous respecte. Mais vous êtes des gens qui sont venus nous tuer. Pourquoi? Vous ne nous connaissez pas, vous ne faites même pas votre travail. Vous ne faites même pas votre travail. C'est lamentable. Et je dis que nous... Mais je dis l'histoire du Tchad, on a vu des mercenaires. On a vu des Tchadiens acclamer Gaddafi quand il bombardait les villes tchadiennes. On a vu tous les camps de prisonniers libyens qui apparemment ont disparu sous leur tête. On a vu des Africains, ces juges-là, qui ont aujourd'hui falsifié l'histoire de l'Afrique. Le Tchad, c'est un pays africain. Ils l'ont falsifié. Mais nous, on est là. Alhamdulillah, on est là. Et on ne va pas se laisser faire. Ces gens-là, ces mercenariats, on l'a vu, on l'a combattu, on le combattra de toutes nos forces. Et Hissène Habré, il n'est pas comme eux. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire tout pour le détruire. Et j'ai dit que on va voir, c'est Dieu qui décide du sort des gens. C'est Dieu. Eux, ils n'ont pas peur de Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. OK? Et on va voir. Et l'affaire n'est pas encore finie. Il reste la question des dédommagements. Non, ça, c'est dans le statut, c'est prévu, comme quoi les bailleurs de fonds mettent en place un fonds, les bailleurs de fonds du procès, donc le Tchad, l'Union européenne et tout le blablabla, là, tout le bazar. Donc, ils vont mettre un fonds en place et ils vont mettre l'argent et ils vont indemniser les victimes. C'est ce qui est prévu par les statuts. Oui. Ils peuvent, nous, tu sais, il ne faut pas me demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais. Non, non. Nous, on a tout fait pour se défendre selon les règles d'un état de droit. C'est-à-dire, sur le plan juridique, on a pris nos avocats et on a fait. Même si eux, là, ils se sont écartés du droit et ils n'ont pris que la violence. On a vu que la violence. J'ai vu 150 personnes ici rentrer chez moi, prendre le président. 150 personnes, hommes armés, casqués, machin. Mais nous, on vit avec des militaires sénégalais depuis 25 ans. Je pense qu'ils connaissent tous nos habitudes. Ils savent qui est là. S'il y a des gens, s'il y a une véritable section armée, ils vont faire. On a vu Mbakefal mentir éhonteusement, dire que oui, on a fait ça parce qu'il y a des armes. Mais j'ai dit ici, j'ai dit, les armes que nous, on a quand on est arrivé, on les a rendues et données à la gendarmerie sénégalaise, en présence de Maître Madi Kenyan et de 2 colonels de la gendarmerie, et j'ai les PV. Vous êtes venu avec des armes? Oui, c'est normal, quand on est arrivé, mais après, on les a tous donnés, et Maître Madi Kenyan, avec 2 colonels de la gendarmerie, on leur a donné tous les Kalachnikov, les balles et tout, on leur a tout donné. D'accord? Ça, je pense qu'ils les utilisent. Ils ne vont pas laisser des armes se rouiller, des armes. D'accord? Donc, quand on sait ça, et on entend un type comme Bakefal, ça, c'est un magistrat, ça. Ça, c'est un magistrat. Si c'est un magistrat, il se respecte. Voilà pourquoi on ne peut pas se lever devant des gens comme ça. Quand on lui donne le dossier Habré, il connaît, il sait qu'il n'y a pas d'armes. Il sait très bien. Il a le dossier Habré, il sait très bien que toutes les armes sont à la gendarmerie. Maître Madi Kenyan, encore une fois, j'ai des témoins, et 2 colonels, et j'ai les PV. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a de la manipulation de l'opinion, des gens qui agissent comme des mercenaires. Ce sont des vrais mercenaires, des gens qui sont venus pour marcher sur vous. Et on a l'État du Sénégal qui les a aidés. Quand la force publique est venue, des gendarmes, qui sont venus qui nous prendre le président, le mettre en prison. Aujourd'hui, on l'extrait de sa cellule à l'intérieur. On le prend de force jusqu'à on l'amène sur cette chaise. D'accord? Donc c'est quoi? Donc il ne faut pas me dire, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus rien. Vos biens ne seront pas saisis. Non, mais en tout cas, j'ai dit que ce n'est pas prévu dans les statuts. D'accord? Ces biens n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au Tchad. Absolument rien à voir. Donc, ce n'est pas prévu par les statuts. Les statuts ont dit qu'il y a un fonds d'indemnisation qui est créé par les bailleurs de fonds du procès et ils vont le prendre. Maintenant, comme je vous dis, il n'y a pas de justice ici. Il n'y a rien. C'est les coups de force de la France-Afrique et des échanges de services et des gens hostiles positionnés au sein de l'État du Sénégal, comme M. Sidiki Kaba, et qui sont là pour nous détruire. Voilà. Mais c'est Dieu seul. Allah Kabir. Oui, Madame Habré, nous allons bientôt finir. Êtes-vous une épouse meurtrie ou bien une épouse en colère? Mais c'est tout. Tout est là. Oui. Tout est là. On est en colère, on est meurtri, on est tout. On passe par toutes les émotions. Voilà, toutes les émotions. Toutes les émotions. Et bon, voilà, c'est la vie. Et on fait face à des gens. On les connaît très bien. On sait leur détermination. On connaît les systèmes que le président, les symboles qu'il est et qu'on veut détruire. Et je dis simplement à la jeunesse africaine, franchement, aujourd'hui, il faut se poser des questions. Quand on a ce monstre qui est la France-Afrique, qui nous étouffe, et qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est là, elle monte dans des bateaux et se fait manger par des poissons dans l'Atlantique. Ça veut dire quoi? Cette France-Afrique-là, elle a positionné ses hommes, et ces hommes-là ont perdu tous les combats du développement, ils les ont perdus par leur démission et par leur capitulation face aux enjeux et sans aucun courage politique. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec le président Habré. Et c'est Dieu qui décide du sort des gens. Eux, ils n'ont pas peur de Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et nous, on dit Allah Karim, Allah Akbar. Et vos enfants, comment ont-ils réagi à l'annonce du verdict? L'annonce du verdict? Oui. Mais mes enfants, je les ai prévenus depuis hier. Je connais les systèmes, je les ai prévenus tous. Et donc, voilà, ils étaient sûrs, ils savaient que ça allait se passer. Et que voulez-vous que je vous dise? On les soutient, on leur explique. Et voilà, ils sont comme tout le monde, comme tous nos parents, voilà. Voilà. Oui. Le président, vous avez eu de ces nouvelles depuis l'annonce du verdict? Oui, bien sûr. Oui. Et comment il a accueilli? Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. C'est un homme, je pense, quand on mobilise toute cette folie, je pense que c'est un homme exceptionnel. Il n'y a que les hommes exceptionnels qui peuvent déclencher autant d'enjeux et autant de mobilisation. Il est un symbole qui dérange, que Dieu lui prête longue vie. Et voilà, et nous sommes à ses côtés toujours et encore. Voilà, merci beaucoup. Merci. Fatimé Raymond Habré, épouse de Hissène Habré, ancien président du Tchad. Merci d'avoir choisi la DTV pour votre réaction à chaud suite à l'annonce du verdict condamnant votre mari à une peine de prison à perpétuité. Merci infiniment. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt sur DTV. Au revoir.